Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être très courageux pour entendre parler de thermodynamique un mardi soir à 19 h. Alors, j'ai l'habitude d'enseigner, donc je parle naturellement assez fort. C'est pas trop fort pour vous, non, le son? Ça va? C'est bon? Voilà. Voilà, c'est surtout pour, en général, réveiller les étudiants du fond de la salle. Voilà. Donc, Alessandro vous a présenté donc, au cours de ce cours un modèle possible de formation planétaire et vous avez vu toute l'ambition mais aussi toute la difficulté de l'exercice que vous a présenté Alessandro. C'est d'essayer de trouver une histoire du système solaire qui satisfait simultanément à toutes les observations. Et heureusement pour certains, mais malheureusement pour les modélisateurs, ces observations sont nombreuses. Il y a la composition isotopique, il y a les âges, il y a la composition chimique, la composition minéralogique, il y a aussi la dynamique, il y a des problèmes de dynamique. Et puis aussi, il y a l'observation des autres disques protoplanétaires qui nous enseignent aussi comment se passent les premiers temps de la formation planétaire. Voilà. Moi, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est je vais vous faire une sorte de zoom sur une question extrêmement fondamentale sur les météorites et qui concerne ce qu'on appelle leur degré d'oxydation. Alors, ça peut paraître un petit peu anecdotique. En gros, la question, c'est quelle est la quantité d'oxygène qu'il y a dedans. Voilà. En gros, l'oxydation, c'est la quantité d'oxygène. Alors, il y a plein de mesures, mais en fait, à la fin, la question, c'est combien d'oxygène il y a dans ces météorites. Donc ça, voilà 3 photos de météorites. Et historiquement, classiquement, donc Alessandro vous en a parlé, il y a plein de catégories de météorites, mais en fait, il y a quand même 3 grandes classes. On voit quand même 3 grandes catégories de météorites dans lesquelles on arrive à classer à peu près tout le monde. Après, il y a des subdivisions. Il y a les météorites dites enstatites qui sont toutes... Alors là, je vais prendre le petit pointeur. Voilà, il y a les météorites dites enstatites que vous voyez qui sont à gauche. Et ces météorites dites enstatites, elles sont très riches en fer métal. Vous voyez qu'elles brillent beaucoup. C'est du fer, hein, c'est du fer miroir, hein, c'est du fer. Donc elles sont riches en une forme en fait une forme de magnésium et de silicium peu oxydé qu'on appelle de l'enstatite. En fait, c'est ça qui a donné leur nom à ces objets. Elles ont du soufre aussi. Bon. Mais à côté de ça, les catégories les plus ordinaires de météorites, il y a moins de fer, elles sont plus riches en oxygène, on appelle ça les météorites, les chondrites ordinaires. Elles sont très riches en olivine, c'est une matière un petit peu silicatée, un petit peu verte, c'est pour ça qu'on appelle olivine. Et dedans, il y a un peu plus d'oxygène que dans les chondrites enstatites. Voilà. Et puis après, à l'autre bord du spectre, à l'autre extrême du spectre, il y a ces météorites qu'on appelle des chondrites carbonées, donc très riches en carbone. Et alors là, bon, il y a toute une variété de chondrites carbonées. Aussi, elles sont très riches en d'autres éléments. Il y a ces petits points blancs que vous voyez qu'on appelle des CAI, dont Alessandro vous a beaucoup parlé, ces inclusions riches en calcium et en aluminium. Et ces météorites carbonées nous paraissent, au contraire des autres, elles nous paraissent très riches en oxygène, donc très oxydées. Donc il y a une augmentation du degré d'oxydation quand on va des météorites enstatites aux chondrites ordinaires et aux chondrites carbonées quand on va de la gauche vers la droite. Mais alors c'est assez rigolo parce que, enfin c'est assez rigolo, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que, bon, classiquement quand on se dit, bon, quand on voit beaucoup d'oxygène, l'interprétation classique, et aussi comme il y a des contraintes pétrologiques, c'est-à-dire qui ont contraint à la structure en fait des minéraux, on se dit, bon, ce sont des objets qui ont vu circuler plus d'eau, en général. On dit, bon, voilà, les chondrites carbonées, peut-être qu'elles ont vu circuler un peu plus d'eau, et on a l'impression qu'elles pourraient être plus riches en éléments volatiles, c'est-à-dire de l'eau. L'eau, c'est vraiment un élément extrêmement volatile, hein, ça condense à très très basse température, il faut aller à peu près à 150 Kelvin dans le vide pour condenser de l'eau, hein, parce que l'eau dans le vide ne condense pas à 0 degrés Celsius, elle condense plutôt aux alentours de moins 130 degrés Celsius. Voilà, bon. On pourrait se dire, tiens, ces éléments sont plus riches en éléments volatiles, c'est-à-dire des éléments qui condensent à très basse température. Mais alors, de manière assez étonnante, ces chondrites carbonées, donc qui semblent avoir beaucoup d'oxygène, sont en fait assez pauvres en éléments volatiles. C'est-à-dire, ces éléments qui condensent à basse température, tels que l'eau, en fait, elles sont assez pauvres en éléments volatiles. Au contraire, elles sont assez riches en éléments assez réfractaires, tels que le calcium ou l'aluminium.
Donc il y a un petit peu un paradoxe, ces objets qui ont peut-être vu, on a l'impression, un environnement très basse température où tout et n'importe quoi pourrait se condenser, imaginons, et bien en même temps ils semblent être assez riches, ils sont assez pauvres en fait en éléments volatiles, comme s'ils avaient perdu leur volatile ou si les volatiles n'étaient jamais rentrés dedans. Donc c'est un petit peu un mystère. Donc ça, alors je suis désolé, ça c'est un graphique un petit peu historique qui a été pour la première fois publié en 1953 par deux très grands cosmochimistes qui s'appellent Urey et Craig. Et en fait, ce graphique reporte en fait le niveau d'oxydation du fer. Donc vous reprenez tous les atomes de fer et vous regardez si le fer est lié à l'oxygène. Donc si le fer est lié à l'oxygène, vous augmentez, vous déplacez vers la droite sur l'axe des X. Et par contre, si le fer n'est pas lié à l'oxygène, si le fer est tout seul, on appelle ça du fer réduit, eh bien vous augmentez sur l'axe des Y. Voilà. Et alors quand vous faites ça, vous mettez toutes les catégories de chondrites. Donc vous avez les enstatites qui sont en vert, vous avez les ordinaires qui sont en orange et vous avez les carbonés qui sont à droite. Vous voyez en fait que finalement, eh bien, les chondrites enstatites, il n'y a aucun fer qui est lié à l'oxygène. Tous les chondrites enstatites, elles sont intégralement à gauche, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui n'ont quasiment pas vu d'oxygène, donc on dit qu'elles sont très réduites. Donc le contraire d'oxydé, c'est réduit en chimie. Voilà. Donc ces chondrites enstatites sont extrêmement réduites, vous les voyez ici. Au milieu, vous avez les chondrites ordinaires qui sont répartis dans trois petits groupes, j'entrerai pas trop dans les détails, qui se trouvent au milieu. Et puis tout à droite, vous avez ce qu'on appelle les chondrites carbonés, hein, les fameuses riches en carbone qui ont peut-être vu la circulation de l'eau. Et alors, le plus extrême de l'extrême, et Alessandro vous en a parlé, c'est ces chondrites carbonés qu'on appelle de type CI. Voilà. Et ces types CI, ce sont celles qui ont la composition la plus proche du Soleil. La plus proche du Soleil. Et donc, elles sont prises même comme un modèle. C'est un peu ces chondrites CI, c'est un petit peu c'est un standard en cosmochimie. C'est les chondrites CI qui définissent plus ou moins, à peu de choses près, le matériau primitif du système solaire. Elles sont prises un petit peu. En gros, l'idée, c'est que tout le système solaire est parti de la composition CI. Il s'est passé tout un tas de choses compliquées que Alessandro a évoquées et qui aboutit à la composition finale. Mais donc, celle-là, c'est peut-être la composition la plus primitive de tout le système solaire. Voilà. Bon, alors quand on regarde un graphique comme ça, une des premières choses qu'on a remarquées en voyant un graphique comme ça, c'est déjà pourquoi il y a comme ça trois groupes. Hein. En fait, tout n'est pas peuplé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des zones vides, en fait, dans ce graphique. Comment se fait-il, si tout dérive vraiment des CI initialement, comment se fait-il que tout ne soit pas peuplé ? Qu'il y a comme ça des espèces de groupes d'oxydation, premièrement. Et donc ça, on ne comprend pas très bien. Voilà, on comprend pas très bien. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde qu'est-ce qui va faire que le fer s'oxyde, alors qu'est-ce qui va faire que le fer s'oxyde? Alors il n'y a pas que le fer, hein, mais c'est juste que comme le fer, on l'identifie particulièrement bien, c'est un atome qu'on suit très bien en fait dans les météorites. Hein. Voilà. Bon. Qu'est-ce que va faire le fer qui s'oxyde? Eh bien, ce sont les réactions chimiques à l'intérieur dans le disque protoplanétaire et à l'intérieur de la chondrite. Donc, en cosmochimie, il y a ce concept qu'on appelle la séquence de condensation. Donc, ça a été introduit dans les années 70 par divers cosmochimistes. Qui se sont posé la question, bon, imaginons que initialement tout le système solaire était de composition CI, vous savez, cette fameuse météorite de composition quasiment solaire. Et on pense, comme vous l'a expliqué Alessandro, qu'initialement il est possible que le système solaire était très très chaud et se soit refroidi. Donc quand c'est très chaud, tout est vaporisé, on a une sorte de gaz de composition solaire. Alors un gaz de composition solaire c'est quoi, hein? C'est un gaz qui est fait à plus de 90% d'hydrogène. Okay. Après, il y a à peu près 7% d'hélium. Et tout le reste, les derniers 2% qui restent, donc 8% d'hélium, pardon, et les derniers 2% qui restent, ce sont tous les autres atomes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les 2% qui restent, donc on a 90% d'hydrogène, 8% d'hélium, et dans les 2% qui restent, eh bien, l'élément le plus abondant qui vient juste après, c'est l'oxygène. L'élément le plus abondant juste après, c'est le carbone. Et ensuite, après, on a tous les éléments qui arrivent. Voilà. Donc, la question que se sont posées ces chercheurs dans les années 70, c'est prenons ce gaz de composition solaire et maintenant imaginons qu'on le refroidisse. Donc on part vers 2000 degrés, donc tout est vaporisé. Maintenant imaginons qu'on le refroidisse. La question qui se sont posées, c'est quels sont les premiers éléments qui condensent? C'est-à-dire vous refroidissez ce gaz, exactement comme de l'eau va se mettre à condenser si vous baissez sa température, elle va passer de phase vapeur à phase liquide à phase solide. Eh bien quels sont les premiers éléments qui vont apparaître? Et donc ça c'est un calcul
qu'on sait faire, donc on appelle ça de la thermodynamique, et qu'on sait faire, et alors là je vais insister là-dessus, qu'on sait faire à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va imaginer que le gaz a tout son temps pour former des édifices moléculaires les plus stables possibles. C'est-à-dire on donne son gaz 1 an, 10 ans, 100 ans, 1 millier d'années, 1 million d'années si c'est nécessaire, pour former les molécules les plus stables possibles. Et ça, c'est un calcul qu'on sait faire en thermodynamique depuis assez longtemps. Et donc, on se place à une pression et on se dit, bon, ben voilà, quelles sont les molécules les plus stables à 1800 degrés. Voilà. Et puis alors, au-delà de 1800 degrés, ben, tout est en phase gazeuse. Et puis vers 1750-1800 degrés, il y a une première molécule qui apparaît, qu'on appelle du corindon, Al2O3. C'est un oxyde d'aluminium. Donc c'est vraiment le truc le plus réfractaire que vous puissiez imaginer. C'est la première molécule qui apparaît, c'est du corindon, c'est un minéral. Voilà. Puis après, vous baissez la température, vous obtenez un minéral qui est très long, qui contient de l'aluminium, de l'oxygène et du calcium, qu'on appelle de l'ibonite. Puis alors après, bon, on ne va pas tous les faire. Vous obtenez ensuite de la ghélénite, de la carmanite, de la perovskite, voilà. Et alors tous ces minéraux, donc, qui ont des noms un petit peu barbares, ils sont très intéressants parce que ce sont exactement les minéraux que l'on voit dans ces inclusions blanches que l'on voit dans les météorites qu'on appelle les CAI, les fameux CAI dont Alessandro vous a beaucoup parlé, dont l'instant de formation, on ne sait pas bien ce qui les a formés, mais l'instant de formation, c'est un peu le T égale 0 du système solaire. Et donc quand on a découvert ça, on s'est dit, mais c'est une très belle découverte. On a l'impression que les premiers minéraux qu'on forme par calcul thermodynamique correspondent bien aux minéraux les plus anciens, et les minéraux les plus anciens que l'on voit dans les météorites. Donc en plus, il y a une corrélation avec l'âge. Les minéraux qui condensent à plus haute température sont corrélés aux minéraux les plus anciens que l'on voit dans les météorites, les fameuses CAI. Donc ça renforce l'idée qu'il y a un lien entre l'âge et la température. En gros, finalement, les minéraux les plus anciens, ce sont les plus vieux. Voilà. Et ça nous dit quelque chose sur ce qui s'est passé initialement dans le système solaire. C'est qu'en fait, il y a longtemps, il faisait très chaud, en résumé. Et ensuite, après, l'histoire du système solaire, c'est peut-être en partie une histoire d'un refroidissement. Et alors, on continue le calcul, et puis alors, on voit d'autres choses apparaître. À plus basse température, on commence à voir apparaître du fer-nickel, enfin un mélange de fer et de nickel, un alliage de fer-nickel, et on commence à voir phosphérite et enstatite apparaître. Et vous voyez beaucoup d'enstatite, à peu près quasiment 50% en masse. Et alors ça, c'est quand même très intéressant, parce que là, on trouve ces autres minéraux, c'est à peu près ce qu'on voit dans ces fameuses chondrites enstatites. Voilà. En fait, dans ces chondrites enstatites, vous voyez tous ces trucs qui brillent, eh bien, on les identifie au fer que vous formez ici. Voilà. Et puis les minéraux qui sont à côté, il y a beaucoup d'enstatites dans les chondrites enstatites, c'est MgSiO3, eh bien, donc ça a l'air de pas mal marcher avec les enstatites. Voilà. Et puis après, on baisse la température, et puis on voit d'autres phases minérales apparaître. Sur la base de ça, on s'est dit, bon ben voilà, on a l'impression qu'on a quand même les traces, on a l'impression qu'on voit un peu cette séquence de condensation dans le système solaire, mais pas partout. C'est-à-dire que ça marche bien pour les CAI, ça on a bien les minéraux qu'on trouve dans les CAI. On retrouve bien une séquence de condensation, on retrouve à peu près les minéraux qu'on retrouve dans les chondrites enstatites, alors on ne retrouve pas tout, y a quand même des trucs qu'on ne trouve pas. Par contre, ça ne correspond pas trop à ce qu'on voit dans les chondrites ordinaires, qui ont l'air plus oxydés, et dans les chondrites carbonées qui ont l'air d'être encore plus oxydés. C'est-à-dire là, il y a des minéraux en fait, qu'on tout simplement ne voit pas dans la séquence de condensation. Voilà. En particulier des serpentines. Les serpentines, ce sont des minéraux qui ont vu de l'eau. On a de la magnétite. La magnétite, c'est un oxyde de fer qui est plein d'oxygène et on n'en forme pas dans la séquence de condensation. Voilà. Et donc, la question, c'est bon, comment former ces chondrites. Voilà, donc voilà d'autres calculs de séquences de condensation. Je n'irai pas trop dans les détails là-dessus. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, pour expliquer la diversité minéralogique que l'on a dans le système solaire, en fait, on est obligé de modifier cette séquence de condensation. Donc, on commence à... Alors, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en physique. On dit, voilà, on a un modèle simple qui explique une chose. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait le modifier à minima pour expliquer le reste ? Alors on commence à dire, ah mais oui, mais alors peut-être qu'il y a des endroits où il y avait plus ou moins de carbone, par exemple. Voilà. Alors en particulier,
il y a pas mal de soufre dans les chondrites en statite, donc on dit, il y a peut-être des endroits qui étaient encore plus réduits, il y avait peut-être plus de soufre, plus de carbone. Ça pourrait peut-être expliquer certaines choses qu'on voit dans les chondrites en statite. Pour faire les chondrites carbonées, on va dire, peut-être il y a d'autres choses qui sont passées, peut-être qu'il y a eu la circulation d'eau qui a oxydé le fer. Donc peut-être qu'on est parti de cette composition initialement, mais peut-être qu'il y a eu la circulation d'eau qui a oxydé le fer. Et donc voilà, on est obligé on doit introduire un certain nombre de nouveaux processus. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais vous montrer ici, vous allez voir, on va connecter avec les différentes choses qu'a dit Alessandro à la fin. C'est qu'il faut bien voir que cette séquence de condensation, elle est calculée ce qu'on appelle à l'équilibre. Donc à l'équilibre en physique, ça veut dire que vous allez supposer que le système physique a un temps infini pour atteindre cette composition. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il s'avère que c'est un calcul qu'on sait mener. Mathématiquement, on sait le faire. Voilà. Mais après, la question qu'on peut se poser, et c'est un petit peu l'exercice auquel je me suis prêté ces dernières années, c'est est-ce que finalement cette hypothèse de l'équilibre, elle est juste? Parce que finalement, les phases les plus primitives de la formation planétaire se passent en des temps relativement courts. Hein. Vous avez vu la phase d'effondrement du cœur dense, c'est à peu près 100 000 ans, c'est très court. 100 000 ans, c'est rien à une échelle géologique. Hein. Voilà. En plus, on est dans des environnements qui sont extrêmement raréfiés, avec des pressions qui se comptent en 1 millionième, un millionième de bar, un 10 millionième de bar, donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans un environnement qui est très vide, où les temps des réactions chimiques sont très longs. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait interroger. Voilà, alors, donc là, par exemple, voilà des simulations numériques d'effondrement du nuage moléculaire. Donc vous avez vu la présentation d'Adnan. Et un calcul qu'on pourrait faire, par exemple, c'est on pourrait regarder les échelles de temps. On pourrait se poser la question, on prend un grain de 10 microns, combien de temps il faut pour équilibrer un grain de 10 microns, en gros pour atteindre ce fameux équilibre, comparé à toutes les échelles de temps dans le système. Donc on peut par exemple comparer aux échelles de temps dynamiques, le temps pour faire un tour par rapport au Soleil. Ben là, vous avez par exemple les courbes bleues et oranges, c'est les temps de mise à l'équilibre chimique avec l'environnement, donc qui augmentent très rapidement avec la distance, parce que quand la température chute, Alessandro vous a montré la loi d'Arrhenius, toutes les réactions chimiques se ralentissent exponentiellement avec la température. Plus la température est basse, plus elles prennent longtemps. On appelle ça la loi d'Arrhenius. Dès que vous éloignez du Soleil, les temps de mise à l'équilibre chimique sont très longs, alors que les temps dynamiques sont très 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 courts. Donc rapidement, en fait, les temps dynamiques deviennent beaucoup plus rapides. Tous les mouvements en fait, dans le disque, les temps dynamiques deviennent beaucoup plus rapides que les temps de mise à l'équilibre chimique. Voilà. En plus, vous avez une dynamique très complexe, vous avez des mouvements verticaux, vous avez des mouvements radiaux. Enfin bon, il y a vraiment un environnement extrêmement complexe, à des pressions qui sont extrêmement basses. Voilà. Et on a des signes dans les... Alors, je suis désolé, je vais encore parler d'isotopes. Donc ça, c'est un travail d'Yves Marocchi, qui est à Nancy. Ils ont regardé des olivines, enfin, des éléments silicatés à très haute température qu'on appelle des AOA, donc des agrégats améobides, enfin j'arrive jamais à le dire, excusez-moi, voilà, des AOA, voilà. Et donc c'est des éléments riches en silicate, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que dedans, il y a des isotopes du silicium, il y a une pente d'isotopes du silicium, et la manière dont ces isotopes de silicium sont distribués vous montre en fait que cet élément, il est enrichi en isotopes légers du silicium. Alors comme ça, on pourrait dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un enrichissement qui dépend de la masse. Donc ça veut dire que c'est un élément qui est lié soit à un processus de condensation ou soit à un processus d'évaporation. Quand c'est dépendant de la masse, c'est lié à un processus de condensation ou à un processus d'évaporation. Et le fait que ce soit enrichi en isotopes légers, ça veut dire que c'est un processus de condensation. Et l'amplitude de cette variation, ça vous permet de mesurer le temps qui a été nécessaire, ça vous donne un chronomètre pour mesurer la condensation de cet objet. Et cet objet, il s'est condensé en quelques jours seulement. Et comme on est dans des environnements, a priori, dans des environnements à des pressions extrêmement basses, hein, de l'ordre du millionième de bar, eh ben, normalement, ça ne peut pas être un processus à l'équilibre. On n'a pas eu le temps, normalement, en 1 ou 2 jours, de fabriquer les édifices moléculaires les plus stables. Donc ça pose la question de comment, est-ce que vraiment cette hypothèse d'équilibre est la bonne, voilà. Donc, j'en viens, alors là maintenant, il va y avoir plein d'équations, mais on va passer dessus, hein, l'objet c'est pas de regarder ce qu'il y a dedans, mais l'idée c'est juste d'essayer de regarder un petit peu les idées, voilà. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que cette séquence de condensation à l'équilibre, hein, que vous voyez ici, et pour essayer d'explorer, maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si quelque part je violente un peu mon système, si je le force à se condenser
en un temps plus court qu'il n'est nécessaire pour le système de trouver en fait son point d'équilibre. C'est-à-dire, en gros, la question, c'est la même question que si vous preniez de l'eau et vous la forcez à se geler extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que le temps nécessaire pour les molécules de s'assembler et faire un joli cristal. Okay, voilà. Donc, on a fait alors à la fin, on a fait un modèle. Donc, Alessandro vous a présenté plusieurs modèles, donc en voici un autre. Simplement dans lequel on a essayé de mettre beaucoup de physique. Voilà. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Enfin, je vais entrer un petit peu dans les détails. Donc, on a fait un code, un programme informatique, si vous voulez, qui va essayer de simuler dans l'ordinateur le processus de condensation des atomes en fonction du temps. Donc, on se place dans une boîte, on prend un gaz, et on va avoir deux types de phases. On va avoir une phase vapeur, à haute température, et une phase minérale, Et on va essayer de regarder les équilibres, les échanges entre les minéraux et le gaz. Et en gros, il y a deux grands types d'échanges. Il y a des processus dits de condensation, donc c'est que le gaz se retrouve à basse température, hop, il va se condenser pour former un premier minéral. Donc ça, c'est décrit par des lois, ce qu'on appelle les lois de Hertz-Tungsten. Je n'irai pas trop dans les détails, voilà. Mais ensuite, une fois que le minéral existe, une fois que le minéral se forme, il n'a pas fini sa vie, parce qu'il se met à échanger, à avoir des réactions chimiques à sa surface avec le gaz environnement. Donc il y a vraiment deux types de chimie. Il y a une chimie de condensation, puis après il y a une deuxième type de chimie, c'est des réactions chimiques où les minéraux qui ont été condensés vont se mettre ensuite eux-mêmes à échanger avec le gaz et à évoluer. Donc il faut décrire un petit peu tout ça, et c'est un peu ce qu'on a fait. Alors bon, je n'irai pas trop dans les détails ici. Donc ça, c'est la loi de Hertz-Tungsten, ça vous dit que le taux d'apparition d'un minéral, ça dépend en fait, il y a un processus de condensation, il y a un processus d'évaporation. Et que le minéral, en fait, il essaye de trouver un petit peu sa position d'équilibre. Donc, d'une certaine manière, quand vous prenez un caillou et que vous le mettez sur la table, par exemple, vous prenez un oxyde d'aluminium. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y en a beaucoup dans les météorites. Vous prenez un oxyde d'aluminium, vous le posez sur la table. Alors vous le regardez, vous ne voyez rien. Vous dites, bon, cet oxyde d'aluminium est à l'équilibre, voilà. Mais en fait, techniquement, non, il n'est pas à l'équilibre. Votre oxyde d'aluminium, a priori, s'il n'y a pas d'aluminium autour de lui, vous êtes d'accord, dans l'air autour de moi, a priori, il n'y a pas d'aluminium qui se balade dans l'air, ou très très peu. S'il n'y a pas d'aluminium autour de lui, l'oxyde d'aluminium, lui, il sent qu'il n'est pas à l'équilibre avec son environnement. Parce que ça veut dire, en fait, c'est quoi l'équilibre thermodynamique? L'équilibre thermodynamique, ça veut dire que quand l'oxyde d'aluminium perd un aluminium, il doit y en avoir un qui rentre à l'intérieur. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, en physique, ça veut dire que je perds autant que je gagne. Donc si je vous pose un oxyde d'aluminium ou une météorite sur cette table, et s'il n'y a pas d'aluminium autour, s'il n'y a pas de silicium autour, ou s'il n'y a pas de magnésium autour d'elle, cette météorite sent qu'elle n'est pas à l'équilibre. Donc techniquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à s'évaporer. Mais vous voyez rien, vous ne voyez pas votre aluminium s'évaporer. En fait, techniquement, il s'évapore, mais sur des temps qui sont tellement longs que c'est des temps qui sont pour vous en fait immesurables. C'est-à-dire que c'est des temps qui peuvent même se comparer. Le temps qu'elle s'évapore va peut-être être comparable à l'âge de l'univers. Simplement, si vous commencez à monter la température, on est à 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 200 degrés, si vous commencez à arriver dans la gamme des 1400-1500 degrés, la rapidité des échanges va augmenter, et là, vous allez commencer à voir le processus d'évaporation qui va se révéler sous vos yeux. Okay, bon. Donc, un minéral est toujours soit en train de s'évaporer, soit en train de se condenser, mais simplement à des taux différents qui dépendent en fait de la chimie environnante, de sa température. Voilà. Alors ça, je vais sauter un petit peu. Voilà. Alors, donc en gros, on a fait un modèle, on a fait des courbes, et sans entrer dans les détails, on a essayé de reproduire des expériences de laboratoire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les superfortiges de la condensation et l'évaporation des minéraux sont au Japon. Voilà, donc on a beaucoup travaillé avec nos collègues japonais, et en gros, voilà, les points que vous voyez ici sont des taux d'évaporation qui ont été mesurés en laboratoire, et les lignes que je vous présente, ce sont les calculs que l'on fait, et bon, il y a un accord qualitatif qui n'est pas trop mal. Voilà. Alors la deuxième chose, c'est donc qu'on appelle les interactions nébulaires, c'est-à-dire que c'est un minéral qui va se mettre à échanger avec son environnement et qui va changer de nature. Il va prendre un oxygène, il va prendre un soufre, il va prendre un fer, voilà. Et donc on peut décrire ça avec certaines lois qui vont dépendre de ce qu'on appelle d'énergie d'activation. Malheureusement, les énergies d'activation ne sont pas très bien connues parce que c'est très dur à mesurer.
C'est-à-dire, une énergie d'activation, ça peut être compris comme quelle est la probabilité. Donc par exemple, je sais pas, vous prenez un fer, donc, il vit sa vie de petit fer, si je puis dire, dans le gaz, et puis soudain, il y a un oxygène qui arrive qui tape dessus. Il n'y a pas une probabilité 100% que le fer se combine à l'oxygène. Il doit passer une certaine barrière d'énergie. Cette barrière d'énergie s'appelle l'énergie d'activation. Malheureusement, on ne connaît pas toutes les énergies d'activation, on en connaît certaines, mais on connaît des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de kilojoules par mol. Malheureusement, elles ne sont pas toutes connues. Voilà. Alors, par exemple, je peux vous montrer, ça c'est un résultat qui est assez connu. Si vous voulez, par exemple, former ce qu'on appelle la troilite. La troilite, c'est du fer qui est combiné à du soufre. Il y en a beaucoup dans certaines météorites. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que la troilite, elle est stable vers 700 degrés, donc c'est dans un disque moyennement chaud. Elle est dans un disque moyennement chaud. Et le temps pour faire les réactions, eh bien, vous voyez, il est plus court que la durée de vie du disque protoplanétaire. Donc ce papier, qui est assez connu, concluait que pour faire la troilite que l'on voit dans certaines météorites, il suffit qu'on ait du fer qui va se coller avec du soufre dans la nébuleuse. Donc on a peut-être un moyen de faire de la troilite juste par ce qu'on appelle interaction nébulaire. Par contre, pour faire de la magnétite que l'on voit dans certaines chondrites carbonées, là on commence à être plus embêté parce que pour faire de la magnétite, il faut baisser à plus basse température. La magnétite, c'est du fer qui est très très oxydé. Vous voyez que le temps pour commencer à faire la magnétite à la bonne température devient comparable lui-même à l'âge de la formation. Vous savez que le nébuleuse protoplanétaire ne va vivre que 5 millions d'années. Donc là, on commence à être un peu limite. On a à peine le temps de faire la magnétite par interaction avec la nébulaire. Et alors, là où ça ne marche pas du tout, enfin là où les interactions nébulaires ne semblent pas du tout expliquer ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces minéraux qui sont ces minéraux très hydratés, qui ont beaucoup d'oxygène, qui ont même de l'hydrogène dedans, qu'on appelle des serpentines, par exemple des talcs. Puis il y a d'autres choses qu'on appelle la lizardite, des choses comme ça. C'est stable qu'à basse température, seulement vers 200 degrés, et le temps pour faire ces minéraux est tellement long, les énergies d'activation sont tellement grandes, qu'on n'a pas le temps de les faire pendant la durée de vie du disque. Donc sur la base de ces calculs thermodynamiques, ce Bruce Fegley, qui est quelqu'un d'assez connu dans la profession, disait, à la limite, on peut peut-être faire la troilite FES pendant la durée de vie du disque, mais tout ce qui est serpentine, on ne peut pas les faire dans le disque. Il faut qu'il y ait de l'eau qui circule. Voilà. Et aujourd'hui, on pense que c'est ça un peu le modèle principal pour faire cette serpentine. On pense qu'il y a de la circulation d'eau sur cette chondrite carbonée. Voilà. Bon. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que donc, nous, on a essayé de modéliser dans l'ordinateur ces interactions nébulaires, et on a essayé de reproduire des expériences qui ont été faites par nos collègues, alors ça c'est nos collègues japonais encore, voilà, c'est vraiment les meilleurs pour toutes ces expériences. Et donc ici, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils prenaient un minéral, ils le mettaient en contact avec du silicium, et donc il y avait une couche à la surface du minéral qui se transformait au contact du silicium, et ils ont mesuré l'épaisseur de cette couche de réaction. Et nous, avec nos simulations numériques, ce qu'on montre, c'est qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, de l'ordre de 1,5 microns, dans les mêmes gains de temps. Donc en gros, ça ne marche pas parfaitement, ça marche qualitativement. Donc voilà, donc on a un petit modèle où on peut comme ça s'amuser à faire grandir et interagir d'une manière avec le gaz. Voilà, donc ça c'est toutes les réactions qu'on prend. Donc si vous avez une réaction, vous pensez qu'il manque, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, je serais très très heureux de l'ajouter. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, donc on a un modèle de condensation cinétique. Donc l'idée, c'est que maintenant, si c'est cinétique, il faut se donner une échelle de temps. Donc on va se mettre une certaine pression, et on va dire, on va passer de 2000 degrés à 200 degrés, pourquoi pas, et on va se donner un certain temps. On va se dire, on va faire ça en 1000 ans, en 100 ans, en 10 ans. Et puis la question qu'on va se poser, c'est, est-ce qu'on forme les mêmes minéraux? Parce qu'au fond, c'est ça. Est-ce qu'on forme les mêmes minéraux en condensant le processus en 1000 ans ou en faisant la condensation en un jour? Donc ici, on se met à assez haute pression et on condense en 1000 ans. Et donc on fait une condensation lente, parce que si on fait une condensation lente, on se dit on doit retrouver quelque chose qui doit ressembler un peu à la séquence de condensation, à l'équilibre, parce qu'il y a cette idée que si c'est très lent, on doit quand même se rapprocher de l'équilibre. Bon. Alors on fait le calcul, alors donc là il y a tout un code couleur. Donc à très haute température, c'est du marron, donc on voit, tiens, c'est du corindum, comme dans la séquence de condensation à l'équilibre, puis on baisse la température, et puis on voit apparaître
ça, alors de la grossite, du corindon, enfin pardon, de l'ibonite, de la grossite. Donc on retrouve les éléments qu'il y a bien dans la séquence de condensation classique qu'on a dans les CAI, et puis on baisse la température, et puis on voit du fer métal apparaître, de la phosphérite, de l'enstatite. En fait, on retrouve assez bien la séquence de condensation quand on condense très très lentement. Donc on était assez contents. Et alors, autre chose aussi, un des succès qu'on a, c'est que vous voyez, tout ça c'est des CAI, et on garde des CAI, parce que c'est quelque chose que Alessandro vous a montré rapidement, c'est que dans la séquence de condensation classique, je vais juste la remontrer rapidement ici, les CAI, en fait, ils disparaissent. Parce que je vous le rappelle, les CAI, ils ne sont pas à l'équilibre avec leur environnement. Donc dans la séquence de condensation à l'équilibre, ils disparaissent, les CAI. Ils disparaissent pourquoi? Parce que si vous attendez 10 milliards d'années, ils ont envie de s'évaporer. Donc, mais nous, comme c'est cinétique, ce qu'on voit, c'est que les CAI, chez nous, les CAI, ils ont envie de s'évaporer, mais ils n'ont pas le temps de s'évaporer. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent. Voilà, c'est ça la grande idée. Voilà. Et alors maintenant, voilà, donc il y a pas mal de content. Et alors maintenant, la découverte qu'on a fait, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de soumettre à une grande revue, enfin une revue célèbre, on va dire, voilà, qui ne publie pas que des résultats exacts, hein, d'ailleurs, c'est que maintenant, si on fait l'extrême inverse, c'est que si on condense très très vite, maintenant on dit, bah voilà, maintenant on ne se donne pas 1000 ans pour condenser, on se donne 3 jours pour condenser. On refait le même exercice en 3 jours, est-ce qu'on va former les mêmes minéraux? Alors, à haute température, eh ben, on forme la même chose, du corindon, et là, ça commence à changer un peu. Bon, on voit l'ibonite, de la ghélénite, ça ressemble à des CAI, mais ensuite, après, on a des minéraux, mais complètement différents. On a un peu de fer. Alors, regardez, le fer, il y en a très très peu. C'est le violet, là. Si vous comparez à ça, là, il y en avait beaucoup de fer quand on condense lentement. Là, il y en a très peu. Mais on voit d'autres minéraux apparaître. On voit de la phaélite apparaître. Donc, c'est un minéral où il y a du fer un petit peu avec du silicium un peu oxydé. Et alors, on voit des choses qu'on ne voyait pas du tout. On voit de la magnétite apparaître, juste par condensation. Alors que la magnétite, on pensait que c'était de l'interaction nébulaire. On voit de la phosphérite, et puis on voit des phyllosilicates apparaître, juste par condensation. Donc les phyllosilicates, ce sont ces minéraux dont on pense qu'ils ne se formaient que par circulation d'eau dessus. Là, le calcul semble dire qu'ils se condensent spontanément si on les condense très très vite. Et donc, on a une très grande diversité minérale qui est complètement différente de la séquence de condensation à l'équilibre. Donc, ce qu'on a l'impression qu'on a, c'est que quand on condense très très vite, le calcul semble montrer qu'on a une très grande richesse minérale, et en particulier, quand vous regardez tous ces minéraux, on a des minéraux très oxydés, tels que la magnétite et tels que les phyllosilicates. Et il n'y a quasiment pas d'eau à la fin. Regardez, il n'y a pas... Ah oui, le truc qui est assez amusant, ça c'est de la glace d'eau en verre clair avec les petites rayures à très basse température. Ici, il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas de glace d'eau? Eh bien tout simplement parce que tout l'oxygène et l'hydrogène qui étaient disponibles pour faire de la glace d'eau quand on condense lentement, ici, en fait, il est siphonné pour faire des phyllosilicates, de la magnétite. En fait, on a pris le stock d'oxygène et d'hydrogène pour le mettre dans d'autres formes minérales oxydées. Et donc c'est très intéressant, donc ça ouvre quand même des nouvelles perspectives. Alors après, c'est un modèle, hein, et je vais le critiquer, mais alors la question, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que quand on baisse la température très très vite, pourquoi est-ce que finalement on a tous ces nouveaux minéraux oxydés qui apparaissent? Bien, une manière de le voir, c'est de dire que finalement, quand vous baissez la température très vite, d'une certaine manière, vous surprenez le système. Vous obligez le système à se condenser, mais vous ne lui donnez pas le temps d'atteindre ces minéraux les plus stables. Et finalement, tous les éléments, tous les atomes vont essayer de se combiner. En fait, c'est une course de vitesse. Vous allez essayer de les combiner, ils vont essayer de se combiner avec ce qu'il y a autour d'eux. Mais quel est l'élément le plus condensable, le plus abondant autour d'eux? Le premier élément, le condensable dans le système solaire, c'est l'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est l'élément qui vient en termes d'abondance juste après l'hélium. Donc finalement, ils essaient de se condenser à ce qu'ils peuvent, et ce qu'il y a de plus abondant sur place, c'est l'oxygène. Donc si vous forcez les éléments à se condenser très vite sans leur donner le temps de trouver l'assemblage le plus stable, eh bien la plus grande probabilité, c'est qu'ils se combinent à un oxygène qui passe par là, parce que tout simplement, c'est l'élément le plus abondant. Donc à la fin, vous obtenez des minéraux qui sont en réalité beaucoup plus oxydés, c'est-à-dire riches en oxygène, que si vous leur aviez laissé le temps d'aller trouver leur forme la plus stable. Alors après, on peut faire des calculs, mais c'est ça en fait l'idée qu'il y a derrière. Mais alors, il y a d'autres choses rigolotes qui apparaissent maintenant. Alors, vous savez, j'ai d'extrêmement bons yeux. Et je vous demanderai de regarder ce graphique. Voilà. Et donc, dans ce graphique, on a essayé... Donc, vous avez compris, il y a deux paramètres importants. Vous avez la température,
la durée de refroidissement et la pression. Donc, chaque colonne, c'est une pression différente, et chaque ligne, c'est une durée de refroidissement différente. Donc là, sur cette première ligne, vous refroidissez très longtemps, en 1000 ans, et là, sur cette dernière ligne, vous refroidissez en 1 jour. Donc là, c'est haute pression et grande durée de refroidissement, et là, c'est basse pression et faible durée de refroidissement. Et quand vous regardez, si vous regardez que les couleurs, peu importe ce qu'elles signifient, vous regardez qu'en fait, finalement, on voit en fait qu'il n'y a pas tant de changements que ça, en fait. On peut diviser cette espèce de matrice en trois types de familles. Ici, tout est très réduit, ici, tout est très oxydé, et puis on a un régime un peu intermédiaire, un petit peu au milieu. Donc en fait, on obtient 3 familles de minéralogie. Bon, et c'est là où maintenant ça devient un peu spéculatif, c'est tout l'objet du cours, hein, c'est ce que m'a demandé aussi un petit peu Alessandro, c'est de dire, au fond, est-ce que ces 3 familles de minéralogie qu'on obtient dans le calcul thermodynamique, est-ce qu'on peut les rapprocher des 3 grandes familles dont je vous ai parlé au début, les ordinaires, les enstatites et les carbonés? Eh bien, pour regarder ça, eh bien, on a regardé, en fait, on a essayé de mesurer dans l'ordinateur leur niveau d'oxydation et est-ce que ça peut ressembler à ce qu'on observe dans les chondrites. Voilà. Alors, ici, je reviens sur mon diagramme d'oxydation du fer. Et dans ma matrice, dans ma matrice, vous aviez ces 3 régions, en haut à droite. Donc, dans ma matrice, si on refroidit très vite, on se balade le long des enstatites. Si on refroidit de manière intermédiaire, on se balade le long des oranges et on arrive à croiser les ordinaires de type H. Et si on refroidit extrêmement vite, on se balade le long des lignes bleues et on va taper du côté des chondrites carbonés. Donc on ne reproduit pas toute la diversité de tous les groupes de chondrites, comme vous le voyez, mais on arrive à, si je puis dire, on tombe dans les bonnes régions à chaque fois. Alors au début, j'étais très triste parce qu'on s'est dit, vraiment, s'il y a vraiment un truc qu'on n'arrive pas du tout à reproduire, c'est les CI. Parce que ça, franchement, je ne vois pas du tout, on n'arrive jamais à être aussi excédé. Sauf que nos collègues du Muséum d'histoire naturelle récemment ont réétudié les échantillons donc, de l'astéroïde Ryugu, et ont remesuré le taux d'oxydation de Ryugu, et ça correspond bien en fait à du matériau CI. Et ce qui semble dire, c'est que les CI ne sont pas là en réalité, mais elles sont juste ici. Et on est parfaitement au milieu. Donc en fait, les chondrites CI, finalement, ne sont peut-être pas si oxydées que ça en réalité. Elles semblent être beaucoup moins oxydées, et on tombe parfaitement dessus. Donc on était très contents. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il du niveau d'oxydation mesuré dans ces chondrites? En fait, la grande idée qu'il y a derrière, c'est que finalement, vous voyez que ce qu'enregistre la météorite, ce n'est pas le niveau d'oxydation de son environnement. Parce que c'est ça l'idée jusqu'ici. L'idée, c'est ce qu'on dit, c'est que les chondrites et tout ce qui se fait dans le système solaire, elles enregistrent, un petit peu comme une mémoire, l'oxydation de leur environnement. Voilà. Mais nous, ce qu'on obtient, c'est que finalement, le niveau d'oxydation de la chondrite, ce n'est pas le niveau d'oxydation de son environnement. Ce qui contrôle, elle n'enregistre le niveau d'oxydation de son environnement que si elle se condense à l'équilibre avec son environnement. Mais si vous la forcez au déséquilibre, elle enregistre un certain niveau d'oxydation qui n'a plus rien à voir avec son environnement. Et donc, dans ces 3 types de minéralogie que je vous ai présentés, on trouve que les minéralogies de type A, qui ressemblent aux enstatites, elles ont un taux d'oxydation. Alors là, il y a une mesure qu'on appelle un delta IW, je ne reviendrai pas dessus, c'est une sorte de quelque chose qui mesure l'oxydation, qui est de moins 4, donc qui la rapproche à peu près de certaines enstatites. On voit que ce qui condense à haute température peut descendre jusqu'à moins 7, moins 8, moins 9, ça le rapproche des enstatites. Et les types B et les types C, ça ressemble un peu plus aux chondrites ordinaires et aux chondrites carbonés. Les chondrites carbonés sont plus vers moins 2. Voilà, quoi. Voilà, je n'entrerai pas trop dans les détails. Voilà. Alors maintenant, quel est le lien? Alors déjà, vous avez survécu à la partie la plus difficile. Alors maintenant, je reconnecte avec donc les travaux qu'a présenté Alessandro. Donc, dans cet article publié par Alessandro et son équipe, et j'ai eu moi-même le privilège d'y participer, donc ce qui était proposé, c'est que, en fait, dans cette évolution du disque protoplanétaire avec ces modèles alpha, on trouvait que finalement, il y a peut-être 2 endroits où on pouvait former des planétésimaux, à la ligne de vaporisation des silicates et à la ligne des glaces qu'on appelle snowline. Voilà.
Et ces deux lignes de formation des planétésimaux, en plus, auraient enregistré des compositions isotopiques différentes, parce qu'on voit cette séparation dans le système solaire entre ce qui est rouge, c'est-à-dire les chondrites non carbonés, par exemple, qui va correspondre aux chondrites ordinaires et aux chondrites en statite. Et donc, ce qui est proposé, c'est qu'elles se soient formées près du Soleil, alors que les chondrites carbonées et les CAI, parce que bon, les CAI ont été transportés, se soient formées plus loin, à la limite des glaces. Bon. Donc, c'est un petit peu ce qu'avait présenté Alessandro. Et quand ça a été publié, bon, il semblait avoir une belle idée. Donc voilà, près du Soleil, on a les matériaux qui sont de type NC, qui ont enregistré une composition isotopique qui est riche en processus S. Et loin du Soleil, on a une autre famille de planétésimaux qui a enregistré une autre signature isotopique riche en processus R et qui correspond aux chondrites carbonées. Voilà. Mais la conséquence de ça, c'est que ce qui est chondrite en statite et ce qui est chondrite ordinaire, normalement, s'est formé près du Soleil dans un environnement où l'eau ne pouvait pas exister, sous forme liquide ou solide. Et normalement, ça devrait être des objets très réduits, normalement, c'est-à-dire des objets qui n'ont pas vu de circulation d'eau. Bon. Et alors, récemment, donc, il y a eu ce papier qui a suscité beaucoup de discussions, qui a été publié par ce monsieur qui s'appelle Grewal en 2024, qui lui s'est intéressé aux météorites de fer. Alors c'est quoi l'intérêt de s'intéresser aux météorites de fer? Parce que les météorites de fer, quand on les date, on sait qu'elles sont extrêmement anciennes, elles sont aussi vieilles que les CAI. Donc c'est vraiment parmi les premiers objets à s'être formés. Bon. Et ces météorites de fer, alors on a essayé de mesurer, alors attention, on a essayé de mesurer ces météorites de fer, ce qu'on peut dire, c'est que comme c'est que du fer, c'est qu'en fait, ce n'est pas un objet primitif. On pense que c'est des noyaux d'anciennes planètes ou d'anciennes planétésimaux qui ont été cassés et aujourd'hui, ce sont des bouts de noyaux planétaires. Bon. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de remonter à la quantité d'oxygène qu'il y avait dans la planète avant qu'elle fabrique son noyau? Et peut-être que ça va nous donner des informations sur les conditions dans lesquelles ces objets se sont formés. Alors, donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que si vous voyez ces météorites de fer, ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle un corps parent, dans lequel il y avait un noyau. Donc, on est dans le cas, il y avait peut-être un gros planétésimal ou un gros astéroïde qui s'est formé très très tôt, qui a différencié, qui a fait ce noyau de fer, dont sont issus ces météorites. Et alors, quand vous regardez, je ne vais pas discuter ça, quand vous regardez donc ces météorites NC qui a priori se sont formées près du Soleil, vous voyez qu'elles se sont formées vraiment entre 0 et 2 millions d'années après la formation des CAI. Et regardez, les plus anciennes, c'est quelques centaines de milliers d'années, donc c'est vraiment des choses qui sont contemporaines des CAI. Donc ça veut dire que très très tôt dans le système solaire, il y avait déjà des protoplanètes différenciées ou des protoplanétésimaux, donc c'était peut-être des objets qui faisaient quelques centaines de kilomètres seulement, qui étaient déjà différenciés. Bon. Donc la question, c'est quel était leur niveau d'oxydation. Donc bon, voilà un petit schéma de différenciation. Donc la différenciation, ça se passe comment? Vous prenez un planétésimal qui se forme, au début il a une composition totalement homogène, et puis à cause de la chaleur due au chauffage radioactif de ces éléments radiogéniques, eh bien, le métal se met à fondre, et puis le métal, par gravité, va tomber en fait, au milieu du planétésimal, et à la fin former un corps différencié. À la fin, vous n'obtenez que du fer et du nickel, mais ce qu'on peut montrer, c'est que la manière, il n'y a pas que du fer en fait, dans le noyau de fer, il y a aussi du nickel, il y a du cobalt, il y a d'autres éléments. Ce qu'on peut montrer, c'est que l'abondance de ces différents éléments va dépendre en fait, de la quantité d'oxygène qu'il y avait autour. Et donc, dans ce papier fait par Grewal et collaborateurs, ils ont mesuré la quantité de cobalt, la quantité de nickel, ils ont pris des mesures de laboratoire, et ils ont dit, bon bah tiens, si on voit telle quantité de cobalt et telle quantité de nickel, on peut remonter à l'information qui a été perdue, qui était la quantité d'oxygène. Et donc, en fait, on va pouvoir vérifier cette hypothèse. Est-ce que les fameuses NC sont bien si réduits, et est-ce que les fameuses CC sont bien si oxydés, comme le prévoit la théorie? Et alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'a montré Alessandro, c'est que, bon, bah, là, vous avez les NC qui sont en rouge, ok, et là, vous avez les CC qui sont en bleu, et vous voyez qu'en fait, le niveau d'oxydation qui est mesuré par cette échelle horizontale, peu importe ce qu'elle signifie, hein, c'est une sorte de thermomètre d'oxydation, eh bien, c'est à peu près la même. Alors après, on peut regarder les groupes, il y a des petites variations. Donc en fait, finalement, les NC, qui sont censées être formées dans un environnement très chaud, très pauvre en eau, très, très réduit, en fait, elles sont aussi oxydées que les CC. Enfin, les corps parents des météorites de fer d'un groupe sont aussi oxydés les uns que les autres.
Donc la conclusion du papier de Gréval, c'est de dire, eh bien écoutez, moi ma conclusion, c'est que même sur ces NC, il y a dû avoir un élément oxydant, il y a dû avoir de l'eau qui a circulé pour atteindre ce niveau d'oxydation. On retrouve ici les chondrites en statite. Les chondrites en statite, je vous rappelle, c'est celles les plus réduites, elles sont toujours à un niveau hyper bas, là elles sont extrêmement réduites, et les CAI qui sont extrêmement réduites. Mais regardez, les NC et les CC, elles sont à peu près au même niveau d'oxydation. Voilà. Alors, comment sortir de ça? Est-ce que la condensation cinétique pourrait apporter des éléments de réponse? Donc ça, c'est la partie la plus spéculative. Eh bien, nous, ce qu'on a montré, vous avez compris que finalement, la condensation cinétique semble vous dire que le niveau d'oxydation, bien entendu, il va dépendre de la quantité d'oxygène, mais il va avant tout dépendre de la vitesse à laquelle vous refroidissez. Voilà. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas simuler un processus d'oxydation, mais en refroidissant extrêmement vite? Alors, comment? Alors, le truc, c'est qu'il faut non seulement chauffer, parce que c'est dans un processus de condensation, donc il faut être à haute température et faire chuter la température très vite. Donc, comment une telle chose est possible? Eh bien, on sait qu'il y a des processus... Alors là, on entre vraiment dans la partie spéculative, hein, parce qu'en gros, la réponse, si vous vous ennuyez, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Mais par contre, on a des éléments de réponse. Voilà. On sait qu'il y a eu des processus de chauffage dans le disque, c'est sûr, et un des meilleurs témoignages qu'il y a eu des processus de chauffage abrupts, très rapides, avec des phases de refroidissement très brefs, c'est la présence de chondres dans les météorites. Donc c'est des objets plus anciens, et les chondres, ce sont ces petites billes de silicate, vous avez eu tout un cours sur les chondres il y a de ça quelques semaines fait par Alessandro. Ces chondres, c'est des billes de silicate fondues, et on sait que pour les fondre, il faut les monter à des températures extrêmement élevées, supérieures à 1500 degrés. Et pour expliquer les textures des chondres, eh bien, il faut les refroidir très vite, c'est-à-dire il faut les refroidir des taux de refroidissement qui sont extrêmement rapides. Regardez, 10 à 100 Kelvin par heure, donc ça refroidit en gros en moins d'un jour. Voilà. Donc c'est-à-dire ça monte très fort et ça refroidit très vite. Alors aujourd'hui, on ne sait pas très bien, je vais en parler un petit peu, quel est le processus de formation des chondres. Bon. Mais nous, on s'est posé la question avec nos simulations numériques, est-ce que c'est possible de changer la minéralogie d'un grain si, imaginons que dans le disque, si on pouvait par exemple faire un flash de température. Donc on a fabriqué de toutes pièces, hein. Donc là c'est une expérience de pensée hein, qu'on a fait dans l'ordinateur. Donc on a pris des histoires thermiques, donc on a dit, bah voilà, on condense la nébuleuse vers 2000 degrés, elle descend en température, et puis soudain, arrive une certaine température, blam blam, on a un flash thermique. On ne sait pas quelle est l'origine de ce flash thermique. C'est un exercice de pensée, mais on essaie de voir quelle va être son évolution minéralogique. Et donc voilà l'évolution en fonction du temps. À 2000 degrés, on forme les corindons, on forme une minéralogie qui est très réduite, et puis là, on a le flash de température. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de... Là, le système est perturbé, et puis on arrive à plus basse température, le système se recondense, et ici, on va faire un refroidissement lent. Et là, on fait un refroidissement lent, et on tombe sur une minéralogie qui, par rapport à tout ce que je vous ai montré, correspond à quelque chose de très réduit. Donc là, on a fait un refroidissement relativement lent et on s'est arrêté à haute température, à 500 degrés. Mais dans le cas extrême, imaginons maintenant une autre histoire thermique. On refroidit notre gaz. Le disque protoplanétaire se refroidit. Il arrive à assez basse température, vers quelque chose comme 600 degrés. Et là, on va lui faire un énorme flash thermique. On le vaporise complètement, on le remonte à 1800 degrés, c'est des Kelvin, très rapidement. Et on le refroidit tout aussi rapidement. Donc on fait vraiment un très gros stress thermique. Donc au début, dans cette première phase que vous voyez ici, on fait du corindon, de l'ibonite, ça c'est vraiment des CAI. Là, on a un refroidissement qui initialement est lent. Là, on a une minéralogie qui est oxydée. Et là, on fait le flash thermique qui est ici, tout se recondense. Et là, vous voyez des phyllosilicates apparaître, de la magnétite, enfin tous ces minéraux très oxydés. Donc le fait de faire un flash thermique très puissant, mais dans un disque à basse température, a pour effet de changer le niveau d'oxydation. Parce qu'en fait, vous avez forcé une condensation cinétique. Donc maintenant, est-ce qu'on a trouvé la solution? Alors bien sûr que non, parce que ça c'est un exercice de pensée. Okay, maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors vraiment, là, maintenant, la question, c'est quelle pourrait être l'origine de ces flashs thermiques? Alors là, on est dans la spéculation. On peut s'inspirer... des questions similaires ont été posées pour former les chondres. Est-ce que ça pourrait être des impacts dans des collisions qu'ont fait ces flashs thermiques? Le seul problème, c'est que pour faire des impacts dans les collisions, il faut déjà avoir formé des gros corps.
Et, et ces impacts, ils vont fournir beaucoup d'énergie à la surface uniquement dans le manteau. Et là, le problème, c'est que des gros corps à cette époque, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et là, malheureusement, ce n'est pas juste la partie superficielle du manteau qu'il faut vaporiser et recondenser, c'est tout l'objet. C'est tout le matériau du système solaire quasiment qu'il faut réussir à oxyder. Donc c'est peut-être pas la bonne idée. Il y a les ondes de choc qui peuvent aussi faire des grosses variations de température. Vous voyez, regardez cette histoire thermique incroyable, une température qui monte à 3000 K et blinde qui redescend aussi vite, qui divise sa température par 2 très vite. Le problème pour faire des ondes de choc, il faut déjà des grosses planètes pour les faire, et peut-être que si jeune dans le disque, il n'y a peut-être pas encore des grosses planètes. Ici, on pense que ces objets, les corps parents des météorites de fer, c'est plutôt des objets qui vont faire 200-300 km. Ce n'est pas encore des grosses planètes constituées, donc voilà. Et enfin, il y a cette idée, donc Alessandro vous a déjà parlé, l'idée qu'il y a des foudres, qu'il peut y avoir des foudres. Et donc vous faites des décharges électriques dans le disque, et bien le seul problème des foudres, c'est que la section efficace semblerait soit très faible. Donc il y a peut-être bien des foudres dans le disque, mais est-ce que c'est capable d'oxyder par ce processus on va dire des quantités planétaires de matériaux? Ça, c'est pas sûr. Donc aujourd'hui, je vous avouerai, le processus qui peut chauffer, aussi bien pour les condres que pour les corps primitifs, aujourd'hui n'est pas très connu. Voilà. Donc la question, voilà, comment chauffer et refroidir, eh bien, c'est pas du tout clair. Il y a pas mal d'idées possibles, voilà. Et une idée qu'à l'heure actuelle, comme on parlait de la science en marche, qu'on est en train d'explorer, comme rien ne semble marcher, il faut essayer d'ouvrir d'autres portes. Et Alessandro vous l'a montré, on réfléchit beaucoup sur ces disques protoplanétaires dans une version unidimensionnelle. Vous avez vu tous ces schémas de disques avec le Soleil à gauche, le disque qui s'étend vers la droite. Et moi, à titre personnel, je vais parler de mon opinion, je me pose la question si il ne faudrait pas maintenant aller voir ce qui se passe verticalement dans le disque. Parce que verticalement dans le disque, il y a des très gros gradients de pression. À partir d'une certaine hauteur, il peut y avoir des grosses gradients de température. Et peut-être qu'il y a quelque chose à aller observer là-bas. C'est une idée sur laquelle on commence à travailler. Mais le message, c'est que finalement, ce niveau d'oxydation, qui est censé être sûrement peut-être un traceur robuste de l'histoire du disque, ce qu'on montre avec des calculs thermodynamiques un petit peu plus raffinés, c'est que finalement, ce qui va rentrer en jeu, c'est le temps nécessaire pour que les processus se mettent en marche, et que parfois un processus rapide peut vous donner l'idée, faire croire qu'il y avait beaucoup d'oxygène ou beaucoup d'eau, mais que c'est peut-être juste qu'on a fait un processus hors équilibre. Et les atomes se sont condensés en essayant de capturer tout l'oxygène qu'ils ont pu parce qu'on ne leur a pas donné le temps de trouver leur forme la plus stable. Voilà. Et donc ça ouvre des nouvelles perspectives d'interprétation du contenu de certains minéraux qu'on trouve dans les météorites. Et j'ai fini. Voilà. Merci Sébastien pour ce séminaire très clair. Juste, bon, c'est un peu tard, juste un mot pour conclure et mettre tout ça en bonne musique. Vraiment une slide. C'est celle-là. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure, je vous ai laissé en disant que voilà, la découverte que les météorites, des corps parents de météorites FRNC sont oxydés a fait proposer que ces objets se soient formés à la ligne des glaces, avec les problèmes que ça peut générer. Maintenant, avec le travail qu'a expliqué Sébastien, on pourrait imaginer que ces corps parents de météorites NC oxydés se forment tôt entre la ligne des silicates et la ligne des glaces. Pourquoi? Ici, le disque est plus froid, donc ça peut être 500, 600 degrés. S'il y a ces flashs de température, donc on peut altérer la chimie et créer une chimie oxydée. Et l'avantage, donc, ici, on formerait des objets oxydés très dominés par la matière NC, comme vous pouvez voir, et dans un disque, disons, tiède, donc pas trop porteur de l'anomalie isotopique produite dans le processus S, exactement comme on observe. Les conduites carbonées, du coup, peuvent toujours continuer à former la snowline et avec après les noyaux de Jupiter. Et peut-être un peu plus tard, se forment ces fameux planétésimaux à la ligne des silicates. Et cela reste réduit, parce que même si on a un flash de température, mais la température redescend à 1400 degrés, la matière reste réduite. Et donc ces objets-là, se formant dans un milieu plus chaud, seraient plus enrichis
un carbure de silicium, donc un porteur d'isotopie S, et sont un peu moins NC que les premiers, parce qu'il y a ces reflux de matière qui commencent. Évidemment, peut-être ce n'est pas 2 îlots avec une dichotomie, c'est peut-être toute une progression unique, mais ça pourrait être une alternative à l'idée que les premiers planétésimaux NC se forment à la ligne des glaces. Et maintenant, bon, voilà, il faut un peu départager les deux modèles, et donc les modéliser quantitativement et voir lesquels a plus de chances d'expliquer la réalité. Donc voilà, j'en termine comme d'habitude par mon petit résumé final, les choses à retenir. Donc la formation des planétésimaux nécessite l'accumulation préalable de poussière. Sont les lignes de condensation qui sont censées créer d'abord cette accumulation de poussière qui peut former les premiers planétésimaux. Voilà. La matière, si la matière tombe en priorité vers la partie interne du disque, ça peut expliquer la dichotomie isotopique pour les éléments produits par les supernovae. Donc avec les planétésimaux CC qui se forment à la ligne des glaces et des planétésimaux NC à la ligne des silicates. La corrélation entre les anomalies isotopiques produites dans le processus S et celles produites dans les supernovae implique cependant que les planétésimaux NC ne se sont pas tous formés à la ligne de sublimation des silicates, donc la ligne des silicates n'est pas suffisante. Et en plus, on a vu que ces planétésimaux NC sont oxydés. Donc ceci semble suggérer que les premiers planétésimaux NC sont formés à la ligne des glaces, ou alors dans un disque intermédiaire entre les deux lignes de condensation, mais avec une condensation hors équilibre due à ces flashs des températures et donc sans besoin d'interaction avec l'eau. Donc il faut maintenant expliquer comment des planétésimaux, donc comment la poussière peut s'enrichir entre les deux lignes de condensation pour pouvoir former des planétésimaux. Et ça, ce n'est pas clair du tout. Et donc voilà, la chose à retenir est que finalement, on ne sait pas tout. Hein, et c'est bien ainsi parce qu'on peut continuer à travailler. Alors, juste pour rappel, la semaine prochaine, c'est le dernier cours. On ne parlera plus trop de météorites, on va parler vraiment de la ceinture d'astéroïdes, comment elle s'est mise en place en récupérant des planétésimaux qui sont formés un peu partout. Et ça sera à nouveau le mercredi et à nouveau à 16h45. Désolé pour l'horaire spécial aujourd'hui. Demain, il y a le 3e séminaire de mon invité, David Nesborny. Ce sera à la salle Holbach, par la salle 2, 10h30. Et il va reprendre un peu ce que je vous avais fait au cours numéro 2, donc sur les collisions de la ceinture d'astéroïdes, la formation des familles comme source des météorites, en allant évidemment, ce n'est pas simplement un Reddit, hein, il dira aussi des choses très complémentaires. Donc je vous invite à venir si vous voulez suivre. C'est après-demain, c'est jeudi. Jeudi demain, oui, c'est jeudi. Celui-là n'a pas changé, donc ça reste jeudi à 10h30. Merci. Et donc, voilà, si ça vous intéresse et vous pouvez suivre en anglais, c'est certainement un séminaire à suivre. Et donc, voilà, désolé pour le léger retard. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des questions, vous êtes invités ici sur l'estrade pour en discuter. Merci.